Vous avez vu l'épisode 4 de Star Wars Andor et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordren est très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une critique / avis et analyse de Star Wars Andor, épisode 4, saison 1. Il y a pas mal de choses à dire, alors c'est parti. La première chose qu'on peut dire sur cet épisode 4 de Star Wars Andor, c'est qu'après le pic de tension de l'épisode 3, on est plutôt sur un épisode de mise en place qui nous permet d'aller explorer un petit peu ailleurs dans cette galaxie de personnages. On découvre évidemment la suite des aventures de Cassian Andor qui décide de partir avec Luthen Rael, joué par Stellan Skarsgård. Il décide de partir avec lui sur la planète d'Aldhani, et c'est un endroit du coup qui semble être une planète un petit peu forestière, c'est ce qui me semble avoir été tourné dans les Highlands d'Écosse, c'est très joli, très sympa de voir ces décors naturels. On découvre du coup quelle est la mission de Cassian Andor sur place, il découvre lui-même d'ailleurs l'équipé avec qui il va se diriger vers cette mission. L'objectif de cette mission, c'est de voler la paye trimestrielle de tout un secteur galactique sous l'égide de l'Empire, et évidemment de redistribuer tout ça du côté de la rébellion. Donc c'est un grand coup que nous propose Luthen Rael, et première chose à noter, c'est que Cassian Andor, il n'est pas spécialement prêt à aller jusqu'au bout. En tout cas, visiblement, il accepte cette mission parce que il est payé. D'ailleurs, il est payé, il a une première avance de la part de Luthen Rael, une espèce de petit cristal Kyber qui reviendra probablement dans la suite des épisodes, puisque, bon, voilà, cet objet a une signification particulière, c'est certain. En tout cas, voilà, Cassian, il n'est pas encore prêt à tout donner pour la rébellion, il cherche d'abord l'argent, et donc ça nous montre, encore une fois, qu'il y a encore du progrès à faire, il y a encore une progression pour ce personnage de Cassian Andor dans la série avant qu'il soit celui qu'on connaît dans Rogue One, A Star Wars Story. On voit également que cette mission, ça sera pas forcément une mince affaire, on voit ce plan du barrage, on nous apprend qu'il y a une garnison de 40 hommes placés pas très loin, qu'il y a également des TIE Fighters sur zone, donc ouais, c'est pas forcément donné, et on apprend également qu'il y a 7 rebelles dans cette cellule, avec Cassian Andor, 7 contre 40, plus, voilà, des gens qui sont équipés forcément différemment du côté de l'Empire. C'est une mission suicide, d'après Cassian Andor. Voilà, donc ça nous montre évidemment quels sont les enjeux pour cette mission. On a forcément très envie de la voir, mais c'est pas encore tout à fait pour tout de suite, même si on commence évidemment à nous donner quelques petits informations sur cette mission. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais on nous dit que c'est dans 3 jours à date de cet épisode 4, donc ça va arriver très prochainement, peut-être dans l'épisode 5, peut-être dans l'épisode 6, à savoir évidemment si ces différents actes de la saison 1 sont répartis en 3 épisodes à chaque fois. C'est tout à fait possible. Est-ce que le grand braquage que nous promet cette mission est le grand point d'orgue de cette saison 1 ? Je ne pense pas. À mon avis, on aura d'autres missions de Cassian dans cette saison 1. C'est un épisode aussi qui nous montre les dynamiques entre les personnages, notamment entre les différents personnages de la cellule rebelle. Et évidemment, eux, ils se préparent à 6 depuis le début, et l'arrivée de Cassian est imprévue et leur pose un petit peu question à la chef de la cellule en premier, Vel, qui refuse un petit peu les demandes de Luthen et qui finit par s'y accorder et qui se retrouve un petit peu mise en porte-à-faux entre Clem / Cassian, puisque Cassian du coup choisit de se renommer Clem pour cette mission. Elle se retrouve en porte-à-faux entre Clem d'un côté et les autres rebelles de l'autre qui ne comprennent pas pourquoi, comme ça, on a un nouvel élément qui arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est l'heure pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, ça me ferait très plaisir, évidemment, que vous l'aidiez en mettant un pouce en l'air et un commentaire, ça aide dans l'algorithme de YouTube, surtout que les vidéos sur Star Wars Andor sont un petit peu moins regardées chez moi que les autres, donc évidemment, si vous appréciez, donnez-lui un petit coup de pouce. Évidemment, si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour voir le reste de mon travail sur House of the Dragon, les zones de pouvoir ou la pop culture en général. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo.
L'épisode 4 est également l'occasion de revenir sur Coruscant. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Coruscant dans l'univers Star Wars. On est de retour dans Star Wars Andor et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir cette planète capitale qui est absolument magnifique dans ses plans d'exposition, en plein d'effets spéciaux, c'est absolument superbe. Et puis on a quelque part une petite vision de ce que c'est que la vie à Coruscant pour, on va dire, les hauts dignitaires, pour la sénatrice Mon Mothma, puisque on la voit également jouée par Genevieve O'Reilly, qui reprend avec brio ce rôle et qui va très certainement avoir beaucoup plus de temps d'écran que ce qu'on avait pu la voir dans Rogue One, mais aussi dans l'épisode 3. C'est l'occasion évidemment d'aller faire un tour du côté de l'Empire, des instances de l'Empire, et particulièrement le BSI, le Bureau de Sécurité Impériale, où l'on voit un certain nombre d'officiers dont l'objectif est d'identifier les symptômes d'une maladie. Cette maladie évidemment c'est la rébellion, l'objectif c'est de la tuer dans l'œuf, de la traquer et de la faire mourir dès qu'ils le peuvent. Voilà, et là-dessus, ils ont besoin évidemment de preuves tangibles et d'agir vite et bien pour faire en sorte que les rebelles finissent par arrêter leur rébellion. Bon, on se doute bien que c'est une mission qui est difficile, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue de l'autre côté du miroir, puisque de ce côté-là, on est vraiment sur une mécanique d'un empire, d'un régime fascisant, dont l'objectif est évidemment de faire en sorte que tout le monde marche au pas. Là-dedans, on se rend compte que également, il y a des dynamiques de pouvoir au sein du BSI, où on a notamment le personnage de Dedra qui visiblement s'intéresse beaucoup à reprendre un petit peu la main sur le système où est basée la planète Ferrix et la planète Morlana. L'objectif pour elle, c'est de reprendre un petit peu cette juridiction-là. On nous explique que ça fait qu'1 an qu'elle est au BSI, qu'avant elle était plutôt du côté des forces de l'ordre et qu'elle a été intégrée pour avoir un nouveau profil dans le BSI. Et bon, les autres officiers ne la trouvent pas forcément à leur goût, et peut-être un petit peu trop avec les dents qui rayent le parquet. Elle, ambitionne probablement de grimper l'échelle, et il n'apprécie pas. Alors moi je me suis posé des questions honnêtement, parce qu'elle fait tellement vite la main basse sur la planète Ferrix, ou du moins elle l'essaye, puisqu'elle n'a pas gain de cause. Ça m'a fait penser en fait à quelqu'un qui pourrait éventuellement être plutôt du côté des rebelles et qui essaierait de reprendre la main sur ce système-là pour essayer de taire un petit peu les différents soupçons autour de ces potentiels rebelles sur place. Voilà, il y a deux théories qui s'opposent, en tout cas moi j'ai cette théorie-là, mais après on pourrait voir qu'elle est tellement prête à tout faire pour le BSI que en réalité c'est peut-être quelqu'un qui est juste carriériste. C'est quelque chose évidemment qui pose question et dont on aura probablement d'autres réponses plus tard dans cette saison-là. Dans cet épisode 4, on voit également Luthen complètement changer de visage entre le moment où il est avec Cassian dans son vaisseau et on le voit ensuite lui prendre un petit peu vie dans son nouveau personnage, celui qu'il a véritablement habituellement à Coruscant, et véritablement super bien joué du côté de Stellan Skarsgård, qui vraiment prend une toute autre forme, un tout autre masque, avec évidemment d'autres cheveux, mais aussi une posture, un visuel, un sourire qui est complètement différent. Le Luthen qu'a découvert Cassian, c'est un Luthen qui est extrêmement dur, qui sait exactement ce qu'il veut. De l'autre côté, on a un marchand d'art qui, lui, de son côté, a plutôt un côté doucereux, voilà, c'est vraiment une façade qu'il s'invente pour Coruscant, et évidemment pour cacher ses activités du côté de la rébellion. D'ailleurs, il insiste vraiment auprès de Mon Mothma pour qu'elle trouve des moyens de financer la rébellion, puisque c'est pour lui le nerf de la guerre. À l'heure actuelle, la rébellion a besoin d'argent pour continuer à s'étendre, et c'est aussi pour ça que son objectif à lui, c'est d'aller choper de l'argent directement dans les poches de l'Empire. Parlons de Mon Mothma, qui fait évidemment une apparition remarquée dans cet épisode 4, très intéressant de revoir Genevieve O'Reilly dans ce rôle-là. Elle a l'air évidemment de porter un petit peu le monde sur ses épaules, forcément, puisqu'elle est véritablement dans la gueule du loup à Coruscant. Elle est sénatrice, des sénatrices du Sénat impérial. Tout autour d'elle, il y a des gens qui sont forcément
fidèles à l'empereur, qui sont à l'affût du moindre écart de sa part, et on peut d'ailleurs même se demander si son propre mari n'aurait pas forcément le potentiel de la jeter en pâture à ses ennemis. En tout cas, c'est en filigrane ce qui semble être proposé dans cette idée qu'il a invité des gens qui sont un petit peu ses opposants politiques à dîner sans forcément la consulter. Très intéressant évidemment d'avoir cette perspective-là. D'ailleurs, on y reviendra dans la partie référence, mais il y a un personnage qui est name-droppé et qui pourrait faire une apparition plus tard dans la série, et ça donne forcément quelque chose de très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même envie de dire que ça joue quand même assez bien dans cette série, du côté de Diego Luna qui joue Cassian Andor, du côté de Stellan Skarsgård qui joue Luthen Rael, mais aussi du côté de Genevieve O'Reilly qui joue Mon Mothma. Honnêtement, je suis assez content de ce que je vois à l'écran. C'est des personnages qui sont habités, dont l'écriture est subtile, dont l'écriture a des petites choses à nous dire de temps en temps. Franchement, il y a pas mal de choses à dire sur tout ça. Je suis très heureux en tout cas de ce début de série pour Cassian Andor, qui prend le temps évidemment, mais aussi qui se permet des choses en termes de construction de monde, en termes de construction d'univers, de personnages, de caractérisation. Tout ça, c'est hyper intéressant, et je voulais aussi revenir sur les décors. Les décors de cet épisode 4, mais aussi des 3 premiers, sont vraiment très très cool. Il y a ce côté hyper sympa de redécouvrir ce monde de Star Wars, mais dans ce prisme assez sombre, dans ce prisme des jours sombres de l'Empire, évidemment, là où le joug de l'Empire est le plus puissant, et véritablement on le sent dans la photo, mais aussi sur les décors, cette présence finalement de l'Empire qui est omniprésente, et le fait que là où est l'Empire, la peur règne. Et moi, il y a un plan qui m'a véritablement marqué dans cet épisode 4, c'est ce plan où on voit débarquer au loin les 2 chasseurs taille qui forcent Vel et Cassian et Clem à se cacher le plus vite possible. Et honnêtement, je sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois pour vous que vous avez eu peur de l'arrivée de chasseurs taille, mais honnêtement, ça fait longtemps pour ma part, parce que souvent, les chasseurs taille, c'est un petit peu le menu fretin des forces de l'Empire. C'est véritablement le vaisseau chair à canon, j'ai envie de dire, dans l'univers de Star Wars. Ici, leur arrivée est potentiellement synonyme d'une mort immédiate. Donc là, il y a un vrai changement, je trouve, dans la tonalité de tout ça, et je trouve que c'est une résultante de tout ce qui a été mis en place autour de ces 3 premiers épisodes, de ce 4e épisode, pour nous dire que le monde de Andor, c'est un monde où la moindre erreur pour les rebelles signifie la mort. Même chose sur cette histoire de présence de l'Empire, on nous mentionne que la population d'Aldhani par dizaines de milliers a été déplacée pour permettre à l'Empire de s'installer là où il voulait. Donc il y a vraiment une thématique coloniale dans Andor, ça se sent, et particulièrement dans cette séquence-là où on nous explique que l'arrivée de l'Empire a signifié le départ, quasiment la déportation de ces dizaines de milliers d'habitants d'Aldhani. Tout ça parce que la planète est judicieusement placée dans la galaxie pour l'Empire, pour les affaires de l'Empire. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi dans l'exploitation, dans l'exploration de l'Empire par les scénaristes d'Andor. Il faut qu'on revienne aussi sur Cyril Karn qui, on le rappelle, quand on le laisse à la fin de l'épisode 3, est complètement sous le choc de ce qui lui est arrivé sur Ferrix, et qui, finalement, dans cet épisode 4, récolte un petit peu ce qu'il a semé, puisqu'on le rappelle, il a désobéi aux ordres, et désormais, l'Empire reprend la main sur Morlanawan, mais aussi sur le système tout entier, et va probablement se mettre à enquêter sur Ferrix, sur les agissements de cette potentielle rébellion. Donc forcément, Cyril Karn, lui, est complètement démis de ses fonctions, tout comme l'inspecteur en chef, et Cyril Karn, lui, doit quitter ce système. On le voit quitter le système, arriver sur Coruscant, et on a toute cette séquence où on le voit entrer dans les tréfonds de Coruscant, donc il ne monte pas à Coruscant, il descend dans les sous-sols de Coruscant, retrouver les appartements de sa mère qui l'accueille par une gifle.
sympathique évidemment comme ambiance, et ensuite elle le prend dans ses bras, tel un enfant finalement égaré. On a du coup Cyril Karn qui est véritablement humilié par ce qui s'est passé sur Ferrix à la solde de Cassian Andor, et qui va probablement, on le voit, nourrir une espèce d'animosité particulière pour Cassian Andor. Alors qu'est-ce qu'il va faire, ce bon vieux Cyril Karn? Est-ce qu'il va vouer toute son existence à mettre Cassian Andor hors d'état de nuire? C'est probablement le cas. Est-ce qu'il va plutôt se morfondre? Je ne pense pas. En tout cas, moi, il me semble que la caractérisation de ce personnage, qui véritablement semble être un potentiel grand antagoniste de cette saison 1 de Cassian Andor, est très intéressante. Honnêtement, moi je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Il y a un côté, l'air de rien, ce personnage, on en apprend beaucoup. Quasiment, il a un traitement de protagoniste, en réalité, de personnage principal, où on nous explique quelles sont ses motivations. Il a envie, évidemment, de monter dans l'organigramme de la corporation privée qui sécurise Ferrix et Morlanawan. Il a envie, peut-être, potentiellement, de gravir les échelons et aller jusqu'à l'Empire. Potentiellement, il décide, par un excès de zèle, de faire un petit peu sa grande mission, celle qui pourrait éventuellement lui faire gagner des galons. Il se fait totalement ratatiner, il se fait prendre pour un con, on va le dire, par les rebelles sur place, ou par la population locale, par Cassian Andor, évidemment, et là, son monde s'effondre. Donc évidemment, l'air de rien, c'est quand même assez développé pour un personnage. C'est rare quand même qu'on ait dans Star Wars un personnage antagoniste aussi bien développé, et à mon avis, Cyril Karn, on va continuer à le voir dans cette saison 1, et attention à Cyril Karn, parce qu'à mon avis, il pourrait mettre vraiment des bâtons dans les roues à nos personnages principaux. Dans les épisodes 1, 2, 3, j'avais pas trop capté trop de références à l'univers Star Wars dans sa globalité. Dans cet épisode 4, il y en a beaucoup plus, alors je les ai sans doute pas tous vus, et si vous en avez vu plus que moi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serais évidemment très curieux de les découvrir, de voir ce que vous avez vu. Première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que Cassian Andor choisit un prénom pour couverture dans la cellule rebelle, et il choisit pas n'importe quel prénom en fait, il choisit Clem, et Clem, il se trouve que c'est le prénom de son père. Le prénom de son père en tout cas adoptif, Clem et Marva Andor. Il se trouve qu'on ne voit pas Clem dans le début de la série, probablement qu'il est mort, je sais pas, j'ai pas fait forcément les vérifications, mais en tout cas voilà, le prénom de Clem pour Cassian dans cette cellule rebelle est tout à fait pas fortuit en tout cas. C'est probablement un easter egg que vous avez tous capté, en tout cas si vous êtes un joueur de jeux Star Wars, vous l'avez forcément capté, puisque dans la galerie d'art de Luthen Rael, vous voyez en arrière-plan, un costume très défini et qui est forcément une référence à Star Wars, le pouvoir de la Force. C'est le costume de Sith, de personnage principal, Starkiller. On le reconnaît à ce masque qui est très reconnaissable. Alors pour la petite histoire, moi ma toute première vidéo sur les internets, c'était une vidéo test de Star Wars, le pouvoir de la Force 2, donc ça m'a forcément fait très plaisir de voir cette petite référence placée comme ça pour les gens qui avaient l'œil dans Star Wars Andor épisode 4. Il se trouve que les références à Star Wars le pouvoir de la Force ne s'arrêtent pas là, puisque la voix de l'intelligence artificielle qu'on entend dans le vaisseau de Luthen Rael n'est autre que la voix du droïde Proxy, un droïde que l'on voyait dans Star Wars le pouvoir de la Force, et l'acteur qui joue ces deux personnages-là a confirmé effectivement être derrière la voix de l'IA dans le vaisseau. Je trouve cette référence hyper cool, c'est subtil, mais il y a quand même ce petit truc de « ah, c'est sympa quand même ». Il y a plusieurs name-dropping de noms de planètes que l'on connaît. Alors le premier, c'est Hosnian Prime. Hosnian Prime, vous l'avez peut-être oublié, mais c'est le nom de la planète capitale au début de la postlogie. C'est là que se trouve le Sénat galactique après la destruction de l'Empire dans la trilogie originale. Hosnian Prime, qui vous l'avez vu dans Star Wars Le Réveil de la Force, Star Wars épisode 7, évidemment. Alors, est-ce que je peux me permettre de dire ce qui se passe pour la planète dans Star Wars Le Pouvoir de la Force? Vous êtes à peu près tous à l'avoir vu. C'est la planète qui est détruite par
la nouvelle étoile de la mort dans Star Wars épisode 7, puisque voilà, il décide de détruire notamment la planète capitale Hosnian Prime. C'est celle-ci du coup qu'on voit être détruite dans Star Wars épisode 7. On a une autre planète qui est mentionnée dans Star Wars Andor épisode 4, c'est la planète de Mimban. Mimban qui est une planète que l'on a vue également dans Solo, A Star Wars Story, le spin-off sur Han Solo, la jeunesse de Han Solo, qui aurait dû, rappelons-le, être une trilogie, et finalement, bon, ça s'est mal passé d'un point de vue critique et aussi d'un point de vue commercial, du coup ils ont abandonné ces plans, mais en tout cas on voyait Mimban, c'est cette planète boueuse sur laquelle se trouve Han Solo, et je crois que c'est sur place d'ailleurs qu'il découvrait Chewbacca, de mémoire. Mais en tout cas voilà, on nous explique que sur Mimban, Cassian Andor dans sa jeunesse a été sur Mimban et a connu une bataille entre différentes sections qui auraient dû travailler ensemble, et que cette bataille, on va dire, interne a été encouragée par l'Empire, et donc évidemment il a un ressentiment tout particulier pour l'Empire à cause de ça, entre autres, et là-dessus Lucen lui dit mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on essaie de se battre contre l'Empire en tant que rebelle. Dernière planète qui a été mentionnée et que vous avez probablement tous capté, c'est le nom de Scarif. Scarif, évidemment, cette planète que l'on voit très verdoyante et très plagiaire, j'ai envie de dire, c'est pas un mot, mais j'ai envie de dire ça. Scarif, qui est une planète que l'on voit évidemment dans le grand final de Star Wars Rogue One, et évidemment c'est là-bas que l'on verra Cassian Andor plus tard, mais ici la planète est mentionnée sur le bureau du BSI, où on nous explique que les livraisons s'accélèrent du côté de Scarif. Scarif qui est une planète qui est extrêmement liée notamment à l'étoile de la mort. Il y a une micro-référence également à quelque chose qui tient plutôt de l'univers étendu et surtout de l'univers légende, hein, qui est le canon qui a été abandonné après le rachat de Lucasfilm par Disney. On nous parle des envahisseurs Rakatan. Les envahisseurs Rakatan, ça fait référence à l'Empire Rakatan, à l'Empire infini de son autre nom, et alors ça pour le coup c'est dans des temps extrêmement reculés de l'histoire de Star Wars, puisque dans l'ancien canon, ça se déroule au minimum 36 000 ans avant la bataille de Yavin et jusqu'à 25 000 ans avant la bataille de Yavin. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était il y a longtemps par rapport aux événements dont on parle dans Star Wars Andor. Et évidemment, voilà, c'est notamment l'Empire. Dans cet empire, on y fait référence notamment dans le jeu Star Wars KOTOR, pour information. Knights of the Old Republic, pour être précis. Je voulais aussi mentionner cette référence au personnage de Sly Moore. Sly Moore, c'est un personnage important de tout l'appareil d'État du Sénat galactique, mais aussi de l'Empire, puisque c'est le bras droit, alors c'est la bras droite plutôt, on va dire, je sais pas si ça se dit, de l'empereur Palpatine. Sly Moore, c'est un personnage que l'on voit très rapidement dans les épisodes 2 et les épisodes 3 de Star Wars, donc dans la prélogie. C'est un personnage qui est important parce que c'est un personnage qui véritablement fait ce que lui dit Palpatine, et elle exécute un petit peu sa vision de ce qui deviendra ensuite l'Empire. Donc c'est un personnage extrêmement important, probablement dans cette période à Star Wars Andor. Et pour information, parce que j'ai lu un petit peu pour m'enseigner, c'est un personnage qui est sensible à la force, et son pouvoir particulier, c'est celui de sonder les esprits pour y détecter les secrets. Donc c'est vous dire à quel point Mon Mothma est en danger dans cette fameuse gueule du loup dont je vous parlais tout à l'heure. Ce côté, en fait, si Mon Mothma a juste même une pensée de travers, elle pourrait totalement être mise hors d'état de nuire, et donc forcément, si Sly Moore apparaît dans Cassian Andor, dans la série Andor, bah il pourrait y avoir des scènes de tension assez stylées. Donc moi j'ai évidemment très hâte. Et il y a un dernier easter egg que je voulais mentionner ici parce qu'il est trop stylé. Alors je l'avais pas vu, mais c'est Reddit qui l'a mentionné et je voulais forcément vous en parler parce que c'est trop cool.
Les décorateurs de Star Wars Andor ont décidé de faire une référence à autre chose que l'univers Star Wars, l'univers en tout cas Lucasfilm ici, puisqu'on a une espèce de bloc de kryptonite à l'arrière-plan quelque part, et dedans, qu'est-ce qu'on voit? On voit un fouet entortillé sur lui-même. Alors c'est très probablement une référence évidemment au fouet d'Indiana Jones, et je trouve ça trop stylé parce que ça perpétue un petit peu cette mouvance des chefs décorateurs qui aiment bien mettre des petites références un petit peu partout. On le sait notamment que il y a eu des références dans Indiana Jones à des hiéroglyphes sur lesquels il y avait C3PO et R2D2. Là, ce côté-là, petit service rendu, en tout cas petit clin d'œil rendu du côté des chefs décorateurs de Lucasfilm à Indiana Jones, du côté de Star Wars Andor, je trouve ça méga cool honnêtement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cet épisode 4 de Star Wars Andor. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous parler de Star Wars et surtout de bon Star Wars. Ça fait trop plaisir d'avoir du bon Star Wars toutes les semaines sur Disney+. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, bien sûr, mais aussi de cet épisode 4 de Star Wars Andor. Quelle est votre note sur 5, entre 1 et 5, de Star Wars Andor épisode 4? Dites-le moi. Si vous appréciez mon travail sur Star Wars Andor, sur la pop culture en général, sur House of the Dragon ou les Anneaux de Pouvoir, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez et que vous activiez la petite cloche, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, salut à tous!